aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir François Gemenne, politologue et chercheur belge, spécialiste du climat et des migrations. C'est bon, on entend suffisamment? Très bien. Donc, bonjour François Gemenne. Vous êtes également professeur à HEC, co-auteur du 6e rapport du GIEC, paru en 2023, et partie prenante de plusieurs observatoires ou organisations telles que l'Alliance pour la décarbonation de la route. Alors, je cite plus particulièrement celle-ci parce que c'est une des activités historiques de CETEC, la route. Alors, j'ai cru comprendre au travers de vos autres interventions que j'ai pu écouter en préparant, en particulier votre podcast sur France Info, qu'au-delà de prôner la sobriété nécessaire à la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, vous promouvez également les solutions techniques, technologiques, qui permettront de décarboner nos économies. Car le climat étant une affaire de stock, il s'agit non seulement de diminuer les flux de gaz à effet de serre qui arrivent, mais aussi de diminuer les gaz à effet de serre qui sont dans nos réservoirs, comme l'océan, l'atmosphère et les océans. Alors ça tombe très bien que vous soyez chez nous aujourd'hui, parce que vous avez devant vous un parterre principalement d'ingénieurs, mais pas que, en tout cas de gens, de personnes qui aiment chercher et trouver des solutions aux problèmes du monde. Donc notre rencontre aujourd'hui est très attendue. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde et nous vous remercions chaleureusement d'avoir accepté de venir nous voir. Alors on va passer 1h30 ensemble. Ça va se décomposer de la façon suivante. Vous allez intervenir pendant une demi-heure environ pour évoquer les sujets et les angles d'analyse qui vous tiennent à cœur. Puis, pendant une autre demi-heure, donc Michel Caron, président du groupe CETEC, Laurent Guérin, directeur général de CETEC Organisation, et moi-même, Stéphanie Blanc, directrice chez CETEC International, nous allons vous poser quelques questions sur lesquelles nous aimerions plus particulièrement vous entendre. Et enfin, dans la dernière demi-heure, ce sera la parole à la salle. Alors, je vous dis tout de suite, 1h30, ça passe vite. Tout le monde va être frustré, donc ne m'en veuillez pas trop quand à 13h, je sifflerai la fin. Puisqu'il nous faudra libérer notre hôte pour qu'il retourne à ses nombreux engagements. François Gemenne, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Ce matin, je suis particulièrement content de parler à des ingénieurs, ou en tout cas des gens qui travaillent dans l'ingénierie, même s'ils ne sont pas tous et toutes ingénieurs, parce que comme je le dis souvent, la transition, c'est surtout une affaire d'ingénieurs et de banquiers. C'est pour ça que mes deux publics préférés, c'est les ingénieurs et les banquiers. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et effectivement, dans la transition, on va évidemment toucher à des questions de décarbonation de l'économie. On va toucher aussi et de plus en plus à des questions d'adaptation et de résilience. Vous aurez vu que la ministre a présenté il y a 2 jours le plan national d'adaptation au changement climatique, qu'on décrit en réalité comme un vaste chantier qui va toucher à peu près tous les aspects de notre vie en société, et les infrastructures vont évidemment jouer un rôle absolument clé dans notre capacité d'adaptation, de résilience face aux impacts du changement climatique. Mais les infrastructures jouent également un rôle clé, évidemment, pour la décarbonation de notre économie, et ce n'est pas un hasard si le grand plan climat qui avait été initié par Joe Biden, l'Inflation Reduction Act, était avant tout aux États-Unis un plan de modernisation des infrastructures, parce que évidemment nous allons essentiellement articuler nos politiques à la fois de décarbonation autour des infrastructures, et dans le même temps ces infrastructures se trouvent elles-mêmes vulnérables face aux impacts du changement climatique, et donc on est face à un double défi. Comment est-ce qu'on va développer des infrastructures qui vont permettre la décarbonation? Comment est-ce qu'on va rendre ces infrastructures plus résilientes? Et je pense que les deux défis sont profondément connectés l'un à l'autre. Pourquoi est-ce que les ingénieurs tiennent en quelque sorte la clé du succès de la transition? Parce que, vous l'avez dit en introduction, nous sommes confrontés à un problème de stock. On sait que ce qui provoque l'élévation continue des températures, c'est évidemment l'augmentation continue des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui fait que cette concentration augmente continuellement, c'est que la plupart des gaz à effet de serre, à l'exception du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Si je prends le
dioxyde de carbone, qui est celui qu'on émet dans les plus grandes quantités. Le dioxyde de carbone a une durée de vie dans l'atmosphère qui se compte en centaines d'années et qui peut aller jusqu'à 4500 ans. C'est évidemment ça qui fait du changement climatique un problème profondément intergénérationnel, d'où l'importance de structures et d'infrastructures qui vont traverser les générations. C'est aussi ça qui rend la transition en réalité très compliquée. Parce que tant que nous émettons des gaz à effet de serre, eh bien, mécaniquement, la concentration des gaz à effet de serre va continuer à augmenter et donc les températures vont elles aussi continuer à augmenter. C'est littéralement comme si vous faisiez couler un bain dans une baignoire. Tant qu'il y a de l'eau qui sort du robinet, même si vous ralentissez très fort le débit du robinet, il suffit de quelques gouttes qui sortent du robinet pour que le niveau de l'eau augmente continuellement. Et même si vous coupez complètement le robinet, vous savez qu'il faudra encore quelques heures, sinon quelques jours, avant que l'eau ne commence à s'évaporer et que le niveau du bain ne commence à baisser. C'est exactement pareil avec les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le moment où on coupe l'eau du bain, c'est le moment où on atteint la neutralité carbone, zéro émission nette, et c'est-à-dire le moment où, en gros, la Terre retrouve un point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère et les quantités de gaz à effet de serre que la Terre est capable d'absorber, notamment via les puits de carbone que sont les océans et les forêts. Nous nous sommes mis d'accord à la COP28 en 2023 pour atteindre cette neutralité carbone au niveau mondial avant 2050. Et aujourd'hui, l'objectif de la plupart des grandes entreprises, de la plupart des gouvernements, de l'Union européenne, c'est 2050 pour le point d'atteinte de la neutralité carbone. D'une part, nous en sommes encore très loin, et d'autre part, ce dont il faut bien avoir conscience d'un point de vue politique, c'est que 2050, c'est dans 25 ans. Alors, ça paraît être l'évidence dit comme ça, mais ça veut dire que pendant les 25 prochaines années, si tout va bien, dans le meilleur des scénarios, dans le scénario où nous atteignons effectivement la neutralité carbone en 2050, ça veut dire que nous allons passer les 25 prochaines années à décarboner nos économies, à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais pour autant, nous n'allons pas voir les températures baisser. Et au contraire, nous allons continuer à voir ces températures augmenter pendant 25 ans encore. Et donc, dans le meilleur des cas, nous ne parviendrons à les stabiliser qu'autour de 2050. Et donc, ça veut dire que c'est littéralement comme si vous deviez perdre du poids. Imaginez-vous dans ma situation. Un rapide coup d'œil dans l'auditoire m'a dit que je suis le seul dans cette situation, donc faites un effort d'imagination. Imaginez que vous deviez perdre un peu de poids. Et que pour perdre du poids, vous vous astreignez à un régime drastique, vous allez courir 10 km tous les matins, vous ne touchez plus à une seule goutte d'alcool, vous vous priviez de dessert après chaque repas. Je ne fais évidemment rien de tout ça, mais imaginez. Et que malgré tout, malgré ce régime drastique, chaque soir, quand vous montez sur la balance, vous avez encore pris un peu de poids. Ben, je connais personne qui tient plus d'une semaine à ce régime. Et c'est, hélas, le régime auquel nous sommes condamnés par la physique du climat, par le fait que nous sommes face à un problème de stock. Et donc, nous ne pouvons pas espérer, quoi que nous fassions, obtenir des dividendes climatiques immédiats. Nous ne pouvons pas espérer observer une baisse de température. En tout cas, pas avant au moins 25 ans. Et de surcroît, il y a ce décalage dans le temps entre nos actions et les conséquences de nos actions. Il y a aussi évidemment un décalage dans l'espace. Les impacts du changement climatique que nous subirons à Paris, en France ou en Europe ne dépendent pas uniquement de ce que nous allons décider à Paris ou à Bruxelles, mais dépendent aussi de ce qui se décide en ce moment à Washington, et donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle, de ce qui se décide en ce moment à Pékin, là c'est plutôt une bonne nouvelle, mais aussi de ce qui va se décider demain et après-demain à Delhi, à Mexico, à Lagos, au Caire ou à Jakarta. Et de la même manière, ce que nous décidons ici à Paris ou à Bruxelles a des conséquences immédiates sur le climat de l'Afghanistan, du Soudan ou du Bangladesh, sans évidemment que ni les Soudanais, ni les Afghans, ni les
les Bangladais, j'étais plus sûr du troisième pays que j'avais cité, sans évidemment que les populations de ces pays ne participent en aucune manière à nos décisions. Et donc, il y a à la fois ce décalage dans le temps et dans l'espace qui rend les choses très compliquées en termes de transition parce que nous avons volontiers l'impression que nous allons devoir agir, faire des efforts, consentir à des sacrifices et que nous n'en verrons pas les bénéfices immédiats. Que, en gros, c'est nous qui allons devoir agir nous-mêmes pour les autres, pour des générations futures à partir de 2050, pour des pays lointains, des populations que nous ne connaissons pas, etc. Et donc, dans un monde qui, hélas, devient de plus en plus individualiste et de plus en plus nationaliste au niveau de l'ordre international, c'est extraordinairement compliqué. Et c'est évidemment ça qui fait que la transition nous apparaît volontiers aujourd'hui comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules et dont nous voudrions surtout pouvoir nous affranchir le plus vite possible. Et donc, on va volontiers utiliser le moindre prétexte qui arrive, fût-ce l'élection d'un président affairiste aux États-Unis, pour utiliser cela comme une manière de dire finalement à quoi bon la transition, à quoi est-ce que ça va nous servir, pourquoi est-ce que nous nous imposerions cela, alors qu'à l'évidence, d'autres soit ne font rien, soit se désengagent. Et je comprends évidemment très bien qu'on puisse avoir cette tentation. Et c'est vrai que dans la manière dont la transition est systématiquement présentée, elle est toujours présentée comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, comme une liste d'efforts à engager, de coûts supplémentaires à supporter, de renoncements à accepter, de sacrifices auxquels consentir. C'est-à-dire globalement une liste de choses dont nous n'avons pas envie. Personne ne se lève le matin en se réjouissant des nouvelles contraintes auxquelles on va se plier dans la journée. Et donc, si je crois la transition nous apparaît comme une contrainte, eh bien, on va avoir du mal à l'engager véritablement. Et c'est pour ça que je suis souvent inquiet en discutant avec des politiques, qu'ils soient élus au niveau local, national ou européen, de voir que souvent leur première préoccupation en matière de transition, c'est l'acceptabilité. C'est-à-dire comment rendre les politiques, les projets de transition acceptables aux yeux de ma population. Et je leur dis toujours, écoutez, si l'objectif qu'on vise, c'est de rendre le truc acceptable, on va pas aller très loin. On va au mieux l'accepter du bout des lèvres avec des pieds de plomb et on va chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Tout l'enjeu, je crois, c'est de rendre la transition non pas acceptable, mais de la rendre désirable. Comment on fait ça? Le problème, je crois, aujourd'hui, c'est qu'on a une vision assez claire du monde dans lequel nous ne voudrions pas vivre. C'est un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait quasiment disparu. C'est le monde qui est décrit dans les travaux du GIEC, dans les rapports scientifiques. Et donc on sait, somme toute, le chemin que nous ne voudrions pas emprunter. Mais par contre, on a beaucoup de mal à définir quel serait le chemin que nous voudrions emprunter. Où voudrions-nous aller? En d'autres termes, à quoi ressemblerait un monde décarboné? Et là, par contre, on a beaucoup plus de mal non seulement à se le représenter, mais surtout à se mettre d'accord sur une manière d'y arriver. Et c'est là où on va avoir une collision des récits et des imaginaires dans le débat public entre, si je caricature un peu, un imaginaire et un récit un peu techno-futuriste où nous vivrions tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre qui serait piloté par Elon Musk, un imaginaire un peu janséniste où la vie serait faite de limitations, de quotas, de restrictions et d'interdictions, un imaginaire un peu bobo naïf où Max et Lily font du vélo tout nus dans un champ de coquelicots avant de retourner à leur lopin de permaculture et d'aller vendre leur production sur le marché bio-local. Et chaque imaginaire va évidemment toucher une partie de la population, mais globalement, on voit bien à quel point on a du mal à pouvoir se représenter concrètement à quoi ressemblerait ce monde décarboné,
et pourquoi nous y aurions intérêt. Et c'est là, je crois, que se trouve la clé de la réussite de la transition, c'est dans l'intérêt que nous pouvons y trouver. Dans nos vies quotidiennes, nous n'adoptons une solution que dès lors que nous y trouvons globalement un intérêt. Or, c'est quelque chose dont on parle, à mon avis, insuffisamment dans le discours sur la transition. On va parler parfois de valeurs morales, de principes. Il faut faire la transition pour les générations futures parce que c'est notre devoir. On va parler parfois des risques associés à l'inaction, ce qui va parfois créer un discours fondé sur la peur, en disant il faut agir parce que si nous n'agissons pas, voilà ce qui va se passer, voilà les catastrophes qui vont arriver, voilà les milliards d'euros que ça va coûter. Mais par contre, on a très peu développé un discours qui soit fondé sur les bénéfices associés à l'action. Pourquoi est-ce que nous avons intérêt à agir individuellement et collectivement? Et ça me paraît absolument fondamental, a fortiori dans le climat politique actuel, où il me semble que notre état d'esprit par rapport à la transition rappelle beaucoup l'état d'esprit des Parisiens au début du mois de juillet, à l'approche des Jeux Olympiques. Et vous vous souviendrez certainement, surtout si vous habitez à Paris, de l'état d'esprit qui régnait dans la ville au début du mois de juillet. Ces Jeux Olympiques allaient être un fiasco. Ça n'allait jamais marcher. Les touristes n'arrivaient pas, les chantiers n'étaient pas terminés, il y avait des embouteillages à n'en plus finir, Hidalgo démission. Et quelle idée avions-nous eu à Paris de nous porter candidats pour l'organisation de ces maudits Jeux Olympiques qui allait être un fiasco absolu, et de toute façon, on sait depuis longtemps que la France est incapable d'organiser ce type d'événement, on aurait dû le savoir, et si on regardait les sondages, une grande majorité de Parisiens regrettaient amèrement que leur ville se soit un jour portée candidate à l'organisation de cette catastrophe à venir. Et certains Parisiens, ne voulant pas assister eux-mêmes à ce fiasco, se retiraient prudemment à la campagne en se disant qu'ils allaient regarder tout ça de loin à la télévision. Et puis la cérémonie d'ouverture a commencé et on a rapidement compris, dès les premières minutes, que ces Jeux Olympiques n'allaient pas du tout être le fiasco annoncé, mais au contraire allaient être une réussite spectaculaire, un motif de fierté collective, une parenthèse enchantée, et les Parisiens qui s'étaient retirés à la campagne ont commencé à se mordre les doigts et à se dire que c'était pas là la décision la plus intelligente qu'ils avaient prise dans leur vie, ou alors à utiliser ces fameux doigts pour chercher frénétiquement sur Internet les derniers billets disponibles et pour rentrer dardard dans la capitale. On voit bien que ce qui a permis de changer l'état d'esprit du tout au tout par rapport à ces Jeux Olympiques, c'est le fait de pouvoir les toucher du doigt, de voir concrètement à quoi ça allait ressembler au-delà des discours, des promesses et des incantations. Et c'est là le rôle fondamental que vont jouer les ingénieurs et donc aussi les infrastructures pour la transition. C'est de pouvoir montrer concrètement pourquoi nous avons intérêt à la transition, parce que ça va être des infrastructures de transport plus modernes, plus fiables, plus confortables, parce que ça va être une énergie décarbonée qui va être moins chère et donc qui va permettre de rendre nos industries plus compétitives, parce que ça va être des logements avec une facture énergétique réduite et donc également des logements plus confortables. C'est véritablement lorsque nous allons pouvoir toucher du doigt l'intérêt que nous avons à l'action que je pense que nous allons pouvoir réussir la transition. Mais pour ça, il va falloir réaliser concrètement des choses, il va falloir mettre en place ces transports décarbonés, cette énergie décarbonée, ces logements décarbonés. Et pour ça, évidemment, il va falloir des infrastructures. Et il va falloir aussi financer ces infrastructures. C'est pour ça que mon autre public préféré, c'est les banquiers, pour essayer d'envisager avec eux la manière dont on va pouvoir financer ces infrastructures. Et on voit bien à l'évidence aujourd'hui que le gros problème que nous avons, c'est que les poches des gouvernements et encore plus celles des collectivités sont largement soit vides, soit trouées. Et que donc il va absolument falloir trouver des moyens de financement
alternative. Si on regarde le plan d'adaptation présenté par la ministre Pannier-Runacher lundi, globalement, tout le monde dit que ça part de très bonnes intentions, que les idées sont là, mais qu'il manque l'argent. Et que s'il n'y a pas les financements, ces plans d'adaptation vont rester lettre morte. C'est là où il est absolument impératif de pouvoir déployer aussi des véhicules de financement qui permettent à la fois de financer ces infrastructures, qui permettent de financer leur modernisation et qui permettent par là même aussi de les rendre plus résilientes et mieux adaptées aux impacts du changement climatique. Et cette question du financement est évidemment cruciale. Et c'est là où je pense qu'il va falloir non seulement mobiliser des fonds publics, mais où il y a de grands moyens aussi de mobiliser de l'épargne privée pour financer soit des projets de transition qui seraient dès lors rentables pour les épargnants, soit même de financer des infrastructures, et on peut imaginer des systèmes de rétribution et de rémunération à partir de ces infrastructures, si on les finance, par exemple, via l'émission d'obligations. Et je plaide depuis longtemps, notamment pour que les départements, qui ont un rôle clé pour les infrastructures, puissent avoir accès au marché obligataire, puissent lever des obligations, ce qui permettrait de financer certaines infrastructures via des souscriptions publiques, comme ça s'est fait dans le passé. Toute une série de routes, de lignes de chemin de fer ont été financées grâce à des souscriptions publiques. Je pense que c'est vraiment une voie dans laquelle nous aurions intérêt à aller aujourd'hui, à la fois par nécessité de nouvelles infrastructures, par nécessité de modernisation de ces infrastructures. Il faut rappeler par exemple qu'une route bien entretenue permet de réduire de 10% les émissions des véhicules qui l'empruntent. Et donc c'est absolument considérable, par exemple, si on veut faire baisser les émissions du trafic routier, qui est aujourd'hui la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est indispensable d'avoir des routes et des autoroutes bien entretenues et bien équipées. Sinon, on ne parviendra jamais à faire baisser cette source d'émissions et donc à tenir nos objectifs. L'autre élément pour lequel ce financement sera nécessaire, c'est pour rendre ces infrastructures plus résilientes, notamment au niveau territorial. Un élément essentiel du dernier rapport du GIEC, qui hélas n'a pas été l'élément le plus médiatisé, mais qui est, je pense, très important et singulièrement pour les infrastructures de réseau, c'est que nous montrons à quel point, d'une part, les impacts du changement climatique vont accroître et exacerber les inégalités au sein d'une société, ça c'est déjà connu, mais également à quel point une société plus inégalitaire est aussi une société qui est plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Parce qu'un élément essentiel de la résilience d'une société, c'est sa cohésion sociale. Ça veut dire que ces enjeux de cohésion sociale, de cohésion territoriale, vont être des enjeux absolument fondamentaux pour la résilience de nos sociétés. Et le risque, évidemment, c'est que si on n'articule pas ces questions de cohésion avec ces questions d'adaptation et de lutte contre le changement climatique, on risque d'entrer dans une spirale négative où les impacts du changement climatique vont accentuer les inégalités au sein d'une société et où une société où les individus sont très isolés les uns des autres, littéralement atomisés les uns par rapport aux autres, est une société qui va également être plus vulnérable dans son ensemble par rapport aux impacts du changement climatique. C'est pour ça que si on n'y prend pas garde, le changement climatique va accentuer les inégalités qui elles-mêmes vont accentuer la vulnérabilité par rapport aux impacts du changement climatique. Et c'est pour ça, évidemment, qu'il y a un enjeu fondamental à ce que nos infrastructures, et singulièrement nos infrastructures de réseau, soient extrêmement résilientes face aux impacts du changement climatique. Sinon, évidemment, nous allons casser cette cohésion sociale et cette cohésion territoriale, et c'est l'ensemble de la société qui va être plus vulnérable aux impacts du changement climatique. Or, il faut bien reconnaître que cette question de l'adaptation et globalement la question de la vulnérabilité, de la résilience des infrastructures, c'est une question dont nous nous sommes très très peu préoccupés jusqu'ici. Nous avons longtemps considéré que
nous étions en quelque sorte immunisés par rapport aux impacts du changement climatique, que les impacts du changement climatique, c'était pour les autres, pour les générations futures ou pour les pays lointains. Et il a fallu une prise de conscience quand même qui se fait depuis quelques années, et certainement depuis l'été 2022 pour les pouvoirs publics, pour qu'on développe enfin des plans d'adaptation. Le problème, c'est que l'adaptation va souvent se passer au niveau local et que les collectivités territoriales se sentent souvent très, très démunies par rapport à la question de l'adaptation, notamment parce qu'évidemment le modèle économique est complètement différent. Autant sur les questions de décarbonation, vous allez pouvoir avoir un retour sur investissement et donc vous allez pouvoir parfois mobiliser l'investissement privé. Autant sur des questions d'adaptation, il s'agit souvent d'éviter des coûts futurs. Et donc, évidemment, le modèle économique est complètement différent et vous allez surtout devoir mobiliser des fonds publics sur l'adaptation. La bonne nouvelle en matière d'adaptation, c'est que nous ne sommes pas aussi dépendants les uns des autres que nous le sommes pour les questions de décarbonation. C'est-à-dire qu'il est parfaitement possible de protéger une infrastructure au niveau local sans forcément un besoin de protéger toutes les infrastructures du pays. Sauf pour les infrastructures de réseau. Parce que très clairement, si vous avez une ligne électrique ou une voie de chemin de fer qui est interrompue à un seul endroit du réseau, eh bien, ça met en péril l'utilisation de l'ensemble de l'infrastructure. Et donc, même si vous avez super bien protégé une ligne de chemin de fer sur tel ou tel tronçon, il suffit qu'un tronçon soit mal protégé pour que les deux autres tronçons, même si eux n'ont pas été affectés directement, soient devenus inutilisables. Et donc, il y a un vrai enjeu de modèle économique également là-dessus. J'ajoute à cela la nécessité de cette prise de conscience parce que nous avons encore largement développé au cours des dernières années, en France, mais encore plus dans le monde, énormément d'infrastructures extraordinairement exposées aux impacts du changement climatique. Ce qui veut dire évidemment que le nombre de personnes exposées aux impacts du changement climatique, hélas, continue à augmenter année après année, mais également que la valeur des infrastructures, des constructions exposées aux impacts du changement climatique augmente année après année. Je vous raconte juste une anecdote pour donner la mesure de ça et puis je m'arrête. Pour préparer le dernier rapport du GIEC, on a donc des réunions où en gros on s'enferme pendant 15 jours dans un hôtel pour travailler sur le rapport et ce sont différents gouvernements qui accueillent à tour de rôle les réunions. Et donc il y a quelques années, nous sommes accueillis par le gouvernement chinois dans une station balnéaire nouvelle qu'il développe. Et on atterrit en fin de journée et puis il y a un long trajet, facilement 2 heures de bus pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et le soir, avant d'aller dormir, on a le petit mot d'accueil du maire de la ville et du directeur de l'hôtel, qui nous font la réclame de l'hôtel, qui est un bâtiment passif avec des panneaux solaires, l'eau de la piscine est chauffée à l'énergie solaire, l'hôtel produit même de l'électricité qui va réinjecter sur le réseau. Et donc l'hôtel nous est présenté comme un bâtiment absolument modèle. Et puis nous passons la nuit, nous nous réveillons et on constate que l'hôtel est construit en zone inondable. Comme toute la nouvelle station balnéaire et comme toute la zone d'activité économique tout autour. Et donc ensuite, nous sommes dans un hôtel qui certes est un bâtiment passif remarquable d'ingénierie, mais qui malheureusement serait inondé dans 20 ans. Et donc on voit bien l'enjeu de la prise de conscience de notre propre vulnérabilité. Et cette prise de conscience, c'est sans doute le premier pas vers l'adaptation et vers la résilience, qui, comme vous le savez, est une trajectoire et quelque chose qui doit sans cesse être remis en question. L'adaptation, c'est toujours une trajectoire et jamais un état. Dès le moment où vous vous dites que vous êtes adapté, c'est qu'en réalité, vous ne l'êtes pas. Voilà. Et je conclurai là-dessus. Merci beaucoup, François Gemène, pour cet exposé orienté sur nos activités, effectivement, les infrastructures. Alors, comme j'ai le micro, c'est moi qui vais commencer avec la première question. Alors, souvent, ce qu'on se demande quand on répond à des appels d'offres à nos clients, c'est ils nous posent une certaine question, mais on aurait envie qu'ils nous en posent une autre, ou on aurait envie qu'ils nous fassent travailler sur des variantes bas carbone, sur
d'autres sur l'interrogation du besoin. Et cet intérêt à agir dont vous parliez, on a un peu du mal à le susciter chez nos donneurs d'ordre. Donc, est-ce que vous sauriez nous dire comment est-ce qu'on pourrait faire finalement pour susciter cet intérêt à agir, donner envie, si j'utilise ce terme, à nos donneurs d'ordre de nous confier des études, peut-être en se réinterrogeant sur le besoin, en étudiant différentes variantes. Alors, sur l'adaptation, on voit de plus en plus qu'il y a des études qui nous sont confiées, auxquelles on répond d'ailleurs, et sur la résilience, donc ça c'est intéressant, mais comment finalement aller plus loin, parce que nous on est qu'un maillon de la chaîne. Je pense que les pouvoirs publics doivent prendre conscience du fait que la commande publique est un grand levier de transition. Et donc il y a un vrai travail de pédagogie à faire également auprès des pouvoirs publics sur la manière dont les cahiers des charges vont être rédigés et sur la manière dont effectivement potentiellement des travaux moins carbonés et plus résilients qui peut-être risquent de faire augmenter un peu la facture peuvent en réalité être plus intéressants dans le long terme, a fortiori si on raisonne sur des infrastructures dont la durée de vie va se compter en dizaines, voire en centaines d'années. Et il y a une vraie nécessité, et c'est vraiment un sujet sur lequel nous chercheurs, nous travaillons beaucoup avec les pouvoirs publics, à faire intégrer cette dimension du long terme dans la commande publique bien davantage que ce n'est le cas aujourd'hui. Nous avons tous en tête des exemples d'infrastructures qui sont devenues aujourd'hui complètement obsolètes, complètement inutiles, qui ont mal vieilli, etc. Moi qui suis belge, vous l'avez rappelé en introduction, il y a eu pendant très longtemps, dans le journal télévisé de 19h30, qui est l'équivalent de la grand-messe de 20h en Belgique, une séquence hebdomadaire à la fin du journal télévisé qui s'appelait « Les grands travaux inutiles ». Et donc, chaque semaine, un des journalistes vedettes de la chaîne allait explorer une infrastructure commandée par des pouvoirs publics qui soit ne servait à rien parce que les conditions avaient changé, soit le chantier n'avait pas été terminé faute de financement, soit le truc était devenu complètement obsolète. Et c'est une séquence qui cartonnait dans les années 80 et 90. À l'époque, on ne parlait même pas encore du changement climatique. Imaginez aujourd'hui, si on doit prendre en plus les impacts du changement climatique, le succès qu'aurait une séquence comme les grands travaux inutiles. Et donc, ça fait partie aussi des choses, et c'est une idée que j'essaie de suggérer à TF1 et à France Télévisions, d'intégrer en fin de journal télévisé une pastille sur cela pour faire prendre compte aux gens et donc au pouvoir public et donc aux maires, aux présidents de département de la nécessité d'avoir absolument cette vision de long terme et de prendre en compte la question des impacts du changement climatique dans la commande publique. Un autre sujet qui est plus un sujet macro mais qui me paraît absolument essentiel, c'est la question des taux d'intérêt et de la modulation des taux d'intérêt. Une idée qui fait son chemin et dont j'espère sincèrement voir la concrétisation d'ici quelques années, c'est la possibilité d'une modulation des taux d'intérêt en fonction du type d'investissement. En d'autres termes, si vous faites un investissement dans la décarbonation ou dans l'adaptation, vous bénéficiez de taux d'intérêt réduits, ce qui vous permet évidemment de faire ça à meilleur prix et de faire émerger davantage l'intérêt à le faire. Et à l'inverse, si vous avez un investissement qui ne contribue pas à la transition, voire même qui aggrave la situation, à ce moment-là, vous devez faire face à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui évidemment renchérit considérablement votre investissement. Ça, c'est une idée qui commence à faire son chemin, qui évidemment ne dépend pas des maires, des présidents de département, mais davantage des banques centrales. Et je pense vraiment que c'est l'opportunité que doit saisir l'Union européenne dans le moment présent. Et on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes un peu assaillis de doutes concernant la transition. On voit bien la tentation de se dire nous n'avons pas d'autre choix que de suivre la voie tracée aux États-Unis. Et je pense que c'est précisément avec des mesures assez radicales, y compris en matière de politique budgétaire et monétaire, que l'Europe parviendra à tracer sa voie et que cet agenda de transition, en réalité, ne doit pas être perçu comme une contrainte qui nous tombe sur les épaules, mais comme la chance des industries et des entreprises européennes pour le XXIe siècle, au-delà du mandat de l'administration Trump.
Mais d'une certaine façon, est-ce que c'est parce que l'Europe essaye de pousser au travers des green bonds Oui, absolument. Pour favoriser des projets qui lui semblent vertueux et moins d'autres? Absolument. Et la question, c'est d'abord comment est-ce qu'on va pouvoir développer les green bonds et comment aussi, parce que c'est évidemment le sujet qui vient sur la table maintenant, comment allons-nous articuler les green bonds avec des defense bonds? Parce que, bien entendu, il va y avoir un besoin de réarmement de l'Union européenne, qu'on se rend bien compte que stratégiquement, acheter du gaz à la Russie, c'était pas une bonne idée, que stratégiquement, dépendre complètement de l'industrie américaine pour notre défense, c'était sans doute pas une bonne idée non plus. Et donc, il va falloir trouver des moyens d'articuler les deux. Et j'aurais tendance à croire que potentiellement la puissance de l'argument sur la défense va peut-être faire en sorte que ça va faire bouger certaines lignes en matière de politique monétaire et politique budgétaire, et que potentiellement les investissements pour la transition pourraient en bénéficier dans la même partie. Je crois que aujourd'hui le débat a tendance à opposer les questions d'investissement de défense et les questions d'investissement de transition. Et on se dit, on va devoir déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et effectivement, les activités de défense sont hélas parmi les plus carbonées qui soient. Dans tout pays, quel qu'il soit, le secteur de l'économie avec la plus grosse empreinte carbone, c'est toujours le secteur de la défense et de l'armement. La question, c'est de voir comment on va faire pour pouvoir articuler les deux, et je pense qu'il faut les articuler dans une logique de souveraineté européenne par rapport à des partenaires soit peu fiables, soit des partenaires fossiles. Et qu'en réalité, la souveraineté européenne, elle va passer aussi par une certaine forme de souveraineté à la fois en matière de défense et de souveraineté énergétique. Et je pense que les deux sont en réalité profondément liés. Alors, vous nous avez dressé un tableau de du périmètre de ce qu'il était possible de faire en matière d'infrastructure, à la fois sur la réduction des émissions et puis sur l'adaptation au changement climatique. Vous l'avez fait également vous avez également évoqué le monde du bâtiment qui était également très émissif, où là il y a peut-être une équation économique, peut-être. Au fond, tout ça c'est des affaires de long terme. Et vous avez esquissé le terme désirable plutôt que quelque chose qui serait adaptable et acceptable par la population. Au fond, où sont les quick wins? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre dans une démarche relativement rapide pour arriver à convaincre les gens que bah oui, il faut y aller, il faut et puis arrêter de penser dans le long terme en disant ça je vais peut-être sauver la vie de mes enfants, mais au fond c'est tellement loin et au fond faciliter ma vie d'aujourd'hui. Il y en a plein. Des quick wins, il y en a beaucoup sur la question de la santé, par exemple, où là, on va avoir des impacts immédiats et la santé, ça reste la première préoccupation des Français. On a des quick wins également sur le budget en matière de transport, sur le budget carburant. Par exemple, moi, j'étais très frappé par une étude qui examinait les motivations des gens à se rendre au travail en vélo et donc à délaisser leur voiture pour aller au bureau ou sur le chantier en vélo. Et la motivation des gens, c'était pas du tout de faire baisser leur empreinte carbone. Ils étaient contents de savoir que ça contribuait à faire baisser leur empreinte carbone, mais la raison pour laquelle ils laissaient leur voiture pour faire du vélo, c'était pour faire un peu d'exercice tous les matins et tous les soirs, pour passer moins de temps dans les embouteillages et pour savoir exactement combien de temps ils allaient mettre pour arriver au bureau, pour faire baisser leur budget carburant, pour toucher une prime de leur patron, pour impressionner leurs collègues. Et donc, il y avait toute une série de quick wins immédiats qui, en réalité, allaient contribuer à ce changement de comportement. Alors, on le voit bien que ça marche au niveau individuel. La question, c'est comment ça peut marcher au niveau macro. Je pense que la meilleure démonstration aujourd'hui, c'est les investissements du Texas dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'État américain qui est le champion des renouvelables, c'est le Texas, c'est l'État où, en 2024, les énergies renouvelables se sont déployées le plus rapidement et le plus spectaculairement, même devant la Californie. Et pourtant, le Texas a voté pour Donald Trump. Et le Texas n'est pas devenu écolo pour autant. Mais simplement, les investisseurs texans ont identifié des quick wins sur les énergies renouvelables, qui étaient le fait que c'était des énergies aujourd'hui de plus en plus rentables et de moins en moins coûteuses. Et donc,
il faut, je crois, absolument identifier ces quick wins, ces dividendes, ces bénéfices immédiats, si on veut faire basculer à la fois les individus, mais aussi les entreprises et les gouvernements. Et donc, il faut, je pense, travailler à faire émerger et à faire apparaître ces bénéfices immédiats le plus rapidement et le plus fortement possible. Parce qu'ils existent. Bien, alors vous avez démarré en disant que vos deux publics préférés étaient les ingénieurs et les banquiers. J'ai envie de rajouter un troisième public, les assureurs. Parce que c'est quand Souvent, même... je les considère un peu comme les banquiers. C'est ça. Et je vais Ils peut-être... seraient fâchés s'ils m'entendaient. Je vais peut-être commencer par rappeler un chiffre. En 2023, les compensations financières qui ont été mobilisées face aux dégâts causés par les aléas climatiques, rien qu'en France, c'était 6 milliards et demi. Voilà. Dire aussi que, de façon très symbolique, la commune de Breil-sur-Roya, qui avait été durement touchée par la tempête Alex, fin décembre 2024, n'a plus trouvé d'assureur. D'ailleurs, le maire a communiqué assez largement de façon satirique là, dans la presse. Et c'est le cas aujourd'hui de plus en plus de communes qui soit ne trouvent pas d'assureurs, soit se voient proposer des primes d'assurance avec des montants exorbitants. Donc ma question est la suivante. Il y a des besoins financiers très importants pour l'adaptation. Donc là, on est dans l'opérationnel, dans le budget d'investissement. Là, sur le fonctionnement, comment voyez-vous évoluer la soutenabilité à l'échelle planétaire, mais concentrons-nous d'abord sur la France, plus modestement, du système assurantiel privé face au dérèglement climatique? Pour le moment, il est clairement insoutenable. En tout cas, dans sa conception qui reste encore largement mutualiste en France, il me paraît difficilement soutenable. D'abord parce que les coûts des impacts, vous l'avez rappelé, 6,5 milliards l'an dernier, doublent tous les 5 ans. Et que donc, pour un assureur, ça va devenir évidemment de plus en plus compliqué. Vous connaissez la célèbre formule d'Henri de Castres, moi, une France à plus 4 degrés, je ne suis plus capable de l'assurer. Ce qui fait que vous avez des zones du territoire aujourd'hui qui se trouvent désertées. On a parlé de Breil-sur-Roya, parlons aussi de l'outre-mer. Si vous prenez, sans faire de publicité, si vous prenez un territoire comme la Guadeloupe, il n'y a plus que la Maïf aujourd'hui qui assure la Guadeloupe. Les autres assureurs sont partis parce que le risque est trop élevé et que donc leur modèle économique ne tient pas. Et même si vous avez des assureurs mutualistes, comme c'est le cas de beaucoup d'assureurs en France, ça va devenir très compliqué en termes de cohésion sociale d'expliquer au type qui habite Clermont-Ferrand que sa prime habitation va être multipliée par 3 ou par 4 pour tenir compte du risque de submersion marine. Si vous habitez Clermont, c'est compliqué à accepter. Et se pose vraiment la question, évidemment, de la cohésion sociale et de la cohésion territoriale. Jusqu'à quel point sommes-nous solidaires les uns des autres, alors que le niveau de risque va devenir de plus en plus différencié selon la zone où vous allez habiter. Alors, est-ce que vous allez potentiellement régionaliser ou relocaliser les primes en cassant quand même un peu ce qui est un principe fondamental de l'universalisme, de tous les Français égaux devant la loi et devant l'impôt, etc., ça va devenir de plus en plus compliqué. Et donc, il va falloir soit assumer le fait qu'on interdit les habitations et les activités économiques à certains endroits. C'est très compliqué, mais ça peut se faire, et donc il va falloir relocaliser certaines populations et certaines activités économiques parce qu'on dit, voilà, on estime que si vous habitez là, vous allez être, d'une part, trop exposé au risque pour vous-même, mais vous allez exposer le système assurantiel à un trop grand risque qu'on ne peut plus se permettre. Soit vous investissez massivement dans l'adaptation, mais la question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il va être possible de s'adapter, notamment dans certaines zones, ou alors, le risque, c'est évidemment de passer à un système de pure capitalisation à l'américaine, où là, vous avez, et c'est le cas aux États-Unis, plusieurs gros assureurs comme State Farm, qui est un des plus gros assureurs américains, qui refusent désormais d'assurer de nouvelles habitations en Californie, notamment à cause du risque élevé d'incendie,
qui refusent d'assurer de nouvelles habitations en Floride à cause du risque d'ouragan, voire même, et ça c'est encore plus problématique, l'été dernier, vous avez 70 000 foyers en Floride qui ont vu leur assurance habitation résilier du jour au lendemain parce qu'on considérait qu'ils étaient dans une zone trop élevée et que donc le risque était évidemment trop élevé. Et le risque, c'est que naturellement, si un assureur comme State Farm se casse la figure, on risque d'arriver dans une situation de crise économique, financière et mondiale comparable à celle de 2008-2009, lorsque c'était Lehman Brothers qui s'était cassé la figure. Et State Farm, c'est encore un plus gros machin que Lehman Brothers. Donc, on est ici dans une situation qui concerne non seulement les assureurs, mais qui concerne évidemment l'ensemble de l'économie, voire même de l'économie mondiale, parce qu'évidemment, si les assureurs commencent à faire défaut par rapport aux risques climatiques, on va se retrouver dans une situation très très compliquée. Et je peux vous dire, pour discuter régulièrement avec eux, que les assureurs sont très très concernés par ça et sont en train de chercher des solutions en se disant comment est-ce qu'on parvient à faire tenir le modèle mutualiste en France? Est-ce qu'il faut abandonner ce modèle et changer complètement? Et pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse à cette question. Autant les biens immobiliers avec vue sur mer continuent à se négocier à des prix. L'exemple de la station balnéaire chinoise que je donnais, nous sommes pour le moment dans un aveuglement complet par rapport à ça. Le marché de l'immobilier est dans un aveuglement complet. Prenons l'immeuble Signal en Aquitaine, qui est le premier immeuble en France qui a dû être spectaculairement démoli et les occupants relogés à cause de l'érosion côtière. Il y a eu des transactions immobilières dans cet immeuble jusqu'en 2021. Jusqu'en 2021, on vendait et on achetait des appartements dans cet immeuble qui était voué à la démolition. Alors, sans transition, lorsque nous avons commencé à réfléchir à notre trajectoire de décarbonation, on a beaucoup discuté avec Carbone 4. Ils nous ont dit, en fait, il y a deux voies. Alors, c'est deux voies extrêmes, mais sans doute vous serez un peu entre les deux. Il y a une voie de sobriété, où on consomme moins, qui est un peu synonyme, pas complètement, mais de décroissance. Et puis, il y a une voie de techno-optimisme, qui, elle, dit, on compte sur la technologie, nos sciences, notre intelligence pour inventer des choses nouvelles qu'on n'a pas encore aujourd'hui, on a peut-être une grande partie, mais on ne les a peut-être pas toutes, pour décarboner notre trajectoire. Et on s'est dit, au fond, notre voie est effectivement un peu entre les deux. Il y a un peu des deux. Il y a un peu de sobriété à certains endroits, d'économie circulaire, et il y a un peu de techno-optimisme parce qu'on va continuer à faire des choses intelligentes. Et là se pose la question de où se trouve la croissance vertueuse, parce qu'on a quand même beaucoup parlé d'argent depuis le début de cette réunion. Et on sait que, vous l'avez dit, sans argent public, on aura du mal à faire de l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc il faut une forme de croissance, sinon on ne va pas y arriver. Il faut une forme de croissance qui puisse financer ça. Donc, à vos yeux, où se trouve cette voie de croissance vertueuse? Je crois que le débat sur la croissance, qui est évidemment un débat important, est devenu en France un débat, et particulièrement en France, c'est un peu le cas en Suisse aussi, mais particulièrement en France, est devenu un débat archi-polarisé, où effectivement on a l'impression qu'il y aurait d'un côté des gens qui vont prôner la décroissance et de l'autre des gens qui vont prôner la croissance verte. Et on a l'impression aujourd'hui que ces deux camps se vouent mutuellement aux gémonies et sont devenus incapables de se parler. Alors qu'à l'évidence, comme vous l'avez dit, effectivement, nous allons vraisemblablement suivre une voie médiane. Donc, quelle serait cette croissance vertueuse un peu médiane? Je pense qu'il y a deux choses à abandonner. Le premier, c'est de considérer que la croissance économique est un objectif de politique économique. Or, aujourd'hui, nous avons l'impression que nos politiques sont gouvernées avant tout par un objectif de croissance, et je pense que c'est l'erreur tragique que font également ceux qui prônent la décroissance, c'est d'imaginer que des politiques économiques puissent être guidées par un objectif de décroissance. Je pense en réalité que la question de la croissance ou de la décroissance est une conséquence de l'activité économique, mais pas forcément ce qui doit guider l'activité économique. Et que donc, ça retourne complètement la manière dont on va penser les questions de croissance et décroissance. Je pense qu'un problème qu'on a aujourd'hui, c'est d'imaginer que l'objectif de nos politiques économiques, c'est la croissance, alors qu'à mon sens, ça doit être une conséquence de ces politiques économiques. Et je pense que l'erreur que font aussi les tenants de la décroissance, c'est d'imaginer
qu'il pourrait y avoir une politique économique dont l'objectif serait la décroissance. Ce qui est, à mon avis, une erreur qui m'amène au deuxième point. La grande question, je crois, aujourd'hui, c'est la question du type de croissance que nous voulons. Nous avons, au XXe siècle, essentiellement imaginé une croissance en termes de plus, qui était mesurée par des indicateurs quantitatifs, des chiffres d'affaires, des EBITDA dans le cadre des entreprises, du PIB dans le cadre de la comptabilité publique. Et nous avons vécu dans l'idée que du plus allait globalement rendre notre vie meilleure. Le problème, c'est qu'on voit bien les limites aujourd'hui de ces indicateurs quantitatifs. Imaginons un type qui se rend en voiture à l'hôpital pour y subir un traitement de chimiothérapie parce qu'il a un cancer en phase avancée. Sur le chemin, son téléphone portable va sonner, il voit que c'est son avocat, il est au milieu d'un divorce compliqué, et donc il prend l'appel qu'il ne veut pas rater. Son attention est distraite par l'appel et il va aller emboutir un arbre. La voiture est démolie, il faut la remplacer, le type est blessé, il va passer plusieurs semaines à l'hôpital, autant dire que son procès pour divorce se trouve de ce fait retardé, il faut réparer la route, il faut replanter un arbre. Ce jour-là, ce type est un champion du PIB. Ce jour-là, ce type est un héros de Bercy. Tous ses frais médicaux, ses frais légaux, la nouvelle voiture, la réparation de la route, le replantage de l'arbre, tout ça, c'est extraordinairement positif pour le PIB. Pour autant, ce gars a sûrement passé une des plus mauvaises journées de sa vie. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre l'augmentation du PIB et l'augmentation de notre bien-être. C'est l'enjeu, à mon sens, de passer au XXIe siècle à une croissance qui soit mesurée en termes qualitatifs. D'où l'importance d'introduire des indicateurs qualitatifs à la croissance. C'était un peu l'idée de la CSRD, même si malheureusement, à partir de bonnes intentions, comme souvent, ils ont un peu monté une usine à gaz, et j'espère qu'on pourra aller dans le sens d'une CSRD plus efficace et plus lisible à l'avenir. Mais ça part, je pense, de quelque chose qui est absolument nécessaire et dans l'intérêt des entreprises, c'est-à-dire l'idée de développer une croissance qui ne soit plus strictement du plus, mais qui soit du mieux. Et à certains moments, du plus va évidemment amener du mieux. C'est-à-dire, si vous investissez dans l'adaptation, si vous investissez dans la décarbonation, évidemment, ça va être du mieux. Et donc, à ce moment-là, la décarbonation et l'adaptation peuvent être un moteur de croissance économique. À d'autres moments, du plus va amener au contraire une dégradation de l'environnement, une dégradation du climat social, etc. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est aussi important de le mesurer par des indicateurs qualitatifs. Et à mon avis, c'est la voie vers une croissance plus vertueuse. C'est clairement le sens de la CSRD. C'est aussi, et ça c'est très peu connu, c'est aussi quelque chose que la Chine commence à regarder. Et donc la Chine, elle aussi, commence à introduire des indicateurs qualitatifs de croissance parce qu'effectivement, elle se rend bien compte qu'on arrive un peu au bout d'un modèle. Merci. Je vais poser la dernière question avant de passer la parole à la salle. Justement, ce débat sur la croissance en général, si je tente un peu de le transposer au débat qu'on peut avoir nous-mêmes en tant qu'ingénierie, parfois on se demande est-ce qu'il faut aller sur tel ou tel projet parce qu'il n'est pas suffisamment vertueux à nos yeux, donc on décide de ne pas y aller. Est-ce qu'il faut y aller quand même parce qu'on sait que, enfin du moins, on peut avoir la prétention de penser qu'on le fera mieux. Et ça, c'est vraiment un peu ce même type de débat qui est transposé à ce qu'on fait. Alors, on choisit de plus en plus mieux nos projets tout de même, mais il y a quand même toujours cette question. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Il y a toujours la question, d'abord. Bon, je ne peux pas répondre à votre place à cette question, évidemment, mais je pense qu'une question intéressante à se poser, c'est est-ce que, si on considère que le projet n'est pas très bon, une question à se poser, c'est se dire, est-ce que si on y va, est-ce que le projet va se faire quand même, ou est-ce que le fait qu'on n'y aille pas va sans doute faire que le projet ne se réalise pas du tout? Ça, c'est à mon avis une question importante et ça dépend évidemment des projets et de votre position sur certains projets, mais je peux tout à fait entendre l'argument de dire que le projet va être meilleur ou moins mauvais si vous le faites plutôt qu'un concurrent. D'autre part, je pense qu'une question fondamentale à se poser par rapport à chaque projet, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce que ce projet va contribuer à des objectifs qu'on va se donner, soit des objectifs de transition, soit des objectifs d'amélioration des conditions de vie de la population locale. Et je pense que c'est très très important d'avoir cette sorte de grille d'analyse et de validation des projets
Sinon, effectivement, ça risque de conduire à faire un peu n'importe quoi et donc à finalement perdre un peu son âme dans l'affaire parce qu'on se dit finalement qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qu'on cherche à faire et quel est un peu l'objectif que nous cherchons avec l'entreprise. Et je pense sincèrement que si l'objectif est uniquement un objectif de rentabilité, ça peut être un calcul de court terme, mais ça va être un calcul perdant dans le long terme parce que ma conviction, c'est que une entreprise qui ne se transforme pas aujourd'hui pour devenir durable ne sera pas non plus une entreprise rentable et profitable dans le long terme. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on donne la parole à la salle maintenant. Donc, je crois que c'est nos micros qui sont censés circuler. Présentez-vous au passage. Bonjour, je suis Romain Cambron, c'est TechITS. J'avais une question à propos du financement des travaux. À un moment, vous avez parlé que l'État ou les collectivités n'avaient pas forcément l'argent suffisant. Et par exemple, utiliser des capitaux privés. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'utilisation de capitaux privés, ça fasse un accaparement des infrastructures pour le privé? Et on parlait de cohésion sociale et que donc ça diminue cette cohésion et ça crée encore plus de distorsion dans la société. C'est pour ça que je prône en particulier l'émission d'obligations. Les obligations sont émises par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les régions et les grandes métropoles ont accès à ce marché obligataire, donc peuvent émettre des obligations. L'avantage de l'obligation comme véhicule, c'est que vous parvenez à mobiliser l'investissement privé avec un rendement garanti, et c'est un produit d'épargne que les gens adorent, mais c'est géré par le public, et donc c'est au service du public, et donc vous n'avez pas ce risque d'accaparement. C'est, à mon avis, en termes de financement des infrastructures, le véhicule de financement idéal. Merci beaucoup. Cela dit, moi je trouve quand même un peu paradoxal de mettre le côté obscur de la force du côté du privé et le côté lumineux de la force du côté du public. Enfin, on en est un exemple même, nous, non, je crois, j'espère en tout cas. Oui, mais ceci, et je pense qu'il faut être conscient que face aux vagues de populisme qui, hélas, gagnent de démocratie, là où on voit le côté obscur de la force, ça va de plus en plus être malheureusement du côté du public, et le côté éclairé va de plus en plus se trouver du côté du privé. Et ça, c'est vraiment un renversement, y compris par rapport un peu d'a priori qu'on a souvent dans le débat public. Très clairement, si je regarde les États-Unis, j'aurais 1000 fois plus confiance dans n'importe quelle entreprise privée aux États-Unis plutôt que dans l'administration américaine. Bonjour, Floriane Ortega de chez CETEC Organisation. Vous avez mentionné deux choses qui m'ont interpellée. La première, c'est qu'on n'agit que lorsqu'on a un intérêt d'agir. Et la deuxième, c'était que la priorité nationale des Français, c'était la santé. Et je pense que Covid a fait une très belle démonstration de ce propos. Et Covid a été aussi la seule période dans l'histoire moderne où on a réussi à réduire nos émissions de carbone au niveau mondial à la hauteur de ce que la science nous impose. Et du coup, ma question, c'était sur le récit et la narration autour de nos objectifs de neutralité carbone. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt les tourner autour de la santé humaine qu'autour du climat, du vivant, de la biodiversité? Et je donne un exemple pour nous, quand on déploie une infrastructure cyclable. Est-ce qu'il ne faut pas dire plutôt, en utilisant le vélo, vous avez l'opportunité de réduire de tant de pourcents vos risques de maladies cardiovasculaires ou vos risques d'être obèse, plutôt que de dire ce report modal permettra de réduire tant de pourcents des émissions de CO2. Complètement. Comme je dis souvent, si on veut réussir la transition, il faut moins parler de climat. Or, beaucoup de militants sont convaincus qu'il faut parler de plus en plus de climat et que plus on va parler de climat, plus ça va maximiser nos chances de réussir la transition. Je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu qu'il faut parler de santé, qu'il faut parler de budget, qu'il faut parler des préoccupations quotidiennes des gens. Et quand vous regardez effectivement les sondages, quelle que soit l'année, quel que soit l'institut de sondage, la première préoccupation des Français, celle qui écrase toutes les autres, c'est leur santé, qui écrase les préoccupations de terrorisme, de sécurité, d'immigration, de chômage, de croissance, c'est la santé qui écrase tout. Et on voit très bien, évidemment, vous l'avez dit, la période du Covid en a été une belle démonstration,
à quel point, sur des questions de santé, nous étions aussi prêts à accepter des mesures extraordinairement coercitives et contraignantes. Et je suis très frappé de voir que ce n'est pas un argument qui est davantage mobilisé. Je prends une autre, vous avez mentionné la question des infrastructures cyclables, une autre question, c'est la question des zones à faible émission dans les centres-villes. On voit bien aujourd'hui que de plus en plus de municipalités renoncent à cette mesure, qui est une mesure impopulaire, considérée comme socialement injuste, etc., alors que globalement, on n'a pas du tout mis en avant l'argument de la santé, de la baisse de la pollution atmosphérique pour mettre en place ces zones à faible émission. C'est un argument qui n'a pas du tout été mobilisé dans le débat public, et donc, faute d'avoir mobilisé cet argument, on se retrouve avec une mesure impopulaire et rejetée par la population, et donc qui est abandonnée par de très nombreuses municipalités. Je pense que vraiment, effectivement, c'est un argument qu'on doit bien mettre davantage en avant, parce que c'est effectivement un bénéfice immédiat qui répond à une préoccupation immédiate des gens. De la même manière que au niveau macro, au niveau des entreprises, il faut absolument mettre en avant aussi des bénéfices immédiats, et c'est, à mon avis, là où les pouvoirs publics restent défaillants, c'est qu'ils ne parviennent pas encore à faire en sorte que les entreprises qui s'engagent soient récompensées immédiatement par des bénéfices financiers ou par des bénéfices en termes de réglementation. Et c'est dramatique, donc, si vous reculez en termes de réglementation ou si vous hésitez, parce que globalement, les entreprises qui avaient fait l'effort et il y a un coût d'entrée à s'engager se disent en fait on n'est pas du tout récompensé parce que 5 ans plus tard, ils abandonnent tout. Et donc, en fait, tous les efforts qu'on a pu engager ne sont pas du tout récompensés. C'est dramatique. Bon, oui. Oui. Pardon. Bonjour. Donc, Jules Turpin de CETEC Hydratec. On a parlé du débat sur justement la croissance qui était un peu polarisée en France. Vous parlez à des banquiers, vous parlez à des assureurs. On parlait justement que la Chine cherchait des nouveaux types d'indicateurs autres, par exemple que le PIB, pour qualifier sa croissance, mais sans nommer finalement un peu le système qui régit un peu tout ça, donc le système capitaliste. Et donc savoir, en fait, vous qui avez des échanges justement avec des personnes qui soit défendent ce type de système, soit en fait travaillent globalement avec des politiques qui vont ou des personnes voilà de la finance qui vont soutenir ce système. Est-ce qu'on peut agir en fait tout en conservant les règles du système capitaliste qui sont basées sur le productivisme et l'exploitation des richesses et l'accaparement des richesses, sachant qu'effectivement on a un horizon du coup à 25 ans et effectivement des régimes politiques qui sont de plus en plus conservateurs vis-à-vis de ce système-là. Je pense qu'il faut faire du judo. C'est-à-dire qu'il faut utiliser certains instruments du capitalisme pour en corriger les défauts et les travers. Je pense qu'un des travers du capitalisme, vous l'avez cité, c'est le productivisme. Un autre, c'est le court-termisme, et donc la focalisation sur des résultats de court terme qui nous rend souvent aveugles aux enjeux de long terme. Et c'est là où je pense qu'il va falloir utiliser toute une série d'instruments capitalistiques pour essayer de corriger ces défauts. L'exemple type que je donne, c'est celui de la taxe carbone. Aujourd'hui, on a une vraie distorsion du marché et de la compétition qui tient au fait que souvent les biens très carbonés sont moins chers que les biens décarbonés. Pour des questions fiscales, pour des questions de subsides, etc. L'exemple type qui est toujours donné, c'est le différentiel entre le prix d'un billet de train et d'un billet d'avion. Mais en réalité, il y en a plein d'autres, et au-delà de la question du transport, c'est surtout le cas pour la question des investissements. Or, l'idée d'une taxe carbone, c'est d'intégrer dans le prix du bien ou du service son impact environnemental. C'est-à-dire de jouer sur le signal prix du bien, du service, de l'investissement. C'est un instrument purement capitalistique, mais qui a pour but, à mon sens, de corriger une distorsion du marché. Et je pense que si on veut faire évoluer le capitalisme, il faut se servir de ses propres outils et instruments pour essayer d'en corriger les défauts et les travers. L'autre option, ça serait évidemment de se débarrasser complètement du capitalisme et de le remplacer par un autre type de système.
ce qui serait une option à laquelle je pourrais être favorable si le changement climatique était un problème hypothétique qui se produirait dans 100 ans. À ce moment-là, on pourrait faire une grande conférence internationale, on pourrait se dire, les amis, est-ce que vraiment le capitalisme est le système d'organisation de l'économie le plus adapté à tout ça, et est-ce qu'on ne le remplacerait pas par un autre? Le problème aujourd'hui, c'est la course contre le temps. Et que malheureusement, les effets du changement climatique étant déjà là, je crains fort que toute idée de vouloir renverser le capitalisme ou le remplacer par autre chose ne résulte dans une sorte de perte de temps et ne nous empêche d'utiliser des instruments qui sont déjà là aujourd'hui et qui certes sont imparfaits, mais permettent quand même malgré tout de réduire les émissions. Et donc je plaide plutôt pour effectivement qu'on fasse du judo plutôt que de faire table rase. Bonjour, Clément Mainviel de CETEC Ferroviaire. On a parlé un peu d'argumentaire et de moyens. Moi, j'avais une question plus sur le fond vraiment de la question climatique. C'est une question peut-être un peu provocante, mais je vous la pose telle que je me la pose. Sur la question vraiment de l'action, est-ce que se focaliser sur le sujet des gaz à effet de serre, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Dans le sens, je vais un peu préciser ma pensée. Dans le sens où quand on parle de climat, on a affaire à un système physique très complexe où tout interagit en permanence. On a fait un gros effort, notamment avec le GIEC, de compréhension sur la connaissance, sur la modélisation de ce système. Et en fait, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? On met ça dans une grande boîte, on met input, gaz à effet de serre, output, température, précipitation, etc., événements extrêmes. Et du coup, quand en sortie, on a un problème, ce qui est le cas aujourd'hui, on se dit comment on peut agir? Le problème c'est input unique égale gaz à effet de serre. Et du coup, on voit que en fait on peut faire des mesures d'atténuation, mais on n'a pas vraiment de solution à la racine. Et du coup, on en arrive à se dire on va adapter, on va vivre avec et on va faire avec. Et du coup, ma question c'est est-ce que c'est pas le moment d'ouvrir cette boîte et de dire dans la mécanique, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur angle d'attaque que ce sujet-là? Et là où je veux en venir, c'est est-ce que par des sujets plus hydrologiques, biologiques, etc., si on se dit aujourd'hui on a des moyens de restaurer l'hydrologie à l'échelle d'un bassin versant, ça a des conséquences sur les températures, sur les événements extrêmes, inondations, sécheresses, etc. Du coup, si on arrive à généraliser ça à une échelle plus large, est-ce que finalement, c'est pas un angle d'attaque où on aura beaucoup plus de leviers, on pourra vraiment résoudre les problèmes à la racine? Et voilà, c'est un peu ma question. Vous avez aujourd'hui de plus en plus d'angles d'attaque et effectivement, il y a de plus en plus de débats qui poussent à ce qu'on prenne davantage en compte les questions liées à l'eau, les questions liées à la biodiversité, les questions liées aux métaux, aux minéraux et à d'autres types de ressources. Et donc, je trouve qu'effectivement, ce qu'on appelle les politiques de décarbonation deviennent aujourd'hui davantage complexes, y compris dans la réalisation de certains projets. Vous avez certains projets qui sont très efficaces pour décarboner l'économie, mais qui par contre ont un impact sur les métaux, sur l'eau, sur la biodiversité, et qui de ce fait sont mises en cause et sont même parfois abandonnées. Un exemple étant la grande mine de lithium qu'on voulait ouvrir en Serbie et qui va sans doute être abandonnée. On sait qu'effectivement, il y a pourtant un enjeu stratégique sur le lithium, sur l'électrification des batteries, sur la souveraineté énergétique européenne. Mais les Serbes estiment que l'impact sur l'eau, sur leurs ressources, sur la biodiversité est trop important et ne justifie pas le bénéfice qu'on pourrait en tirer pour la décarbonation. Et donc, de plus en plus, on se rend bien compte qu'on va aborder les différentes dimensions d'un problème et que parfois, on va considérer que le coût sur l'eau, la biodiversité, etc., est trop important que pour justifier le bénéfice carbone, gaz à effet de serre. À l'inverse, je pense qu'il faut aussi se dire que aborder les sujets par un seul angle, fût-ce l'eau ou fût-ce la biodiversité, peut aussi aboutir à des catastrophes en matière de climat. Je prends la question des transports. Si on regarde les transports uniquement sous l'angle de la biodiversité, idéalement, tout le monde prend l'avion ou l'hélicoptère tout le temps. On fait plus de routes et on fait plus de voies de chemin de fer. Et c'est sûr qu'en termes de biodiversité,
Si vous comparez l'impact d'un aéroport, d'une autoroute ou d'une ligne de chemin de fer, c'est l'aéroport qui gagne. Pour autant, on se remet compte que si tout le monde se transportait en permanence en avion ou en hélicoptère, c'est complètement ingérable en termes de climat. Et donc, à mon avis, l'enjeu, c'est d'essayer d'adopter une approche qui considère différents indicateurs, et c'est là où, malheureusement, les indicateurs en matière d'eau et de biodiversité sont souvent plus complexes et plus fournis. Et effectivement, avec le climat, on a fait une forme de simplification où on a eu des indicateurs un peu synthétiques sur les tonnes de gaz à effet de serre, sur les degrés, sur les niveaux de concentration des gaz à effet de serre, qui ont permis peut-être plus rapidement la décision et publique et la décision privée parce que les indicateurs étaient plus synthétiques et plus simples à utiliser. Le grand enjeu, qui est un enjeu scientifique, c'est de voir comment on va développer des indicateurs en matière de biodiversité, d'eau ou de métaux qui puissent être comparés aux indicateurs climat de manière à ce qu'on puisse faire des choix éclairés et qu'on puisse considérer est-ce que le jeu en vaut la chandelle. À certains moments, on répondra oui, à d'autres moments, on répondra non. Oui, Pascal Blachier, CETEC Organisation. Vous avez une première remarque, c'est pour le coup, vous l'avez dit en introduction, donc c'est pas un signal faible, mais je retiens, et c'est important qu'on se le dise, que nous, comme on est une ingénierie et qu'on va travailler là où il y a des choses à faire, mais qu'il nous faut malheureusement des clients solvables, je pense qu'on ne parle pas assez aux assureurs et on devrait aller les voir beaucoup plus souvent. Je pense qu'il y a certainement des tas de choses à faire. Donc je sais qu'on parle avec eux indirectement sur les questions de retrait gonflement d'argile, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai problème sur l'immobilier et sur la manière de construire de l'immobilier, mais je pense qu'on devrait aller plus loin. Et justement, c'est en rassemblant les contraires qu'on pourrait faire des choses. Donc ça, c'était une petite aparté, merci pour ça. Et sinon, je voudrais peut-être parler de l'éléphant dans la pièce qui avait été quand même incorporé à un moment donné dans les documents du GIEC, puisque ce que tu disais au début, c'était qu'effectivement, on a un problème de stock et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire, parce qu'en fait, malheureusement, on n'a pas eu un Covid tous les 2 ans. Ça va être quoi le net zéro 2050 et qu'est-ce que va être la géo-ingénierie qui va permettre de l'atteindre, parce qu'aujourd'hui on voit que les petites améliorations incrémentales qu'on fait, elles font pas le compte, et que si c'est pour tout retarder à 2045, ça va être compliqué aussi. Donc on en a parlé, ça a été introduit, il y a des tas d'actions là-dessus, bonnes ou mauvaises, mais je pense que puisque nous on a une ingénierie, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la géo-ingénierie? Oui. Alors, c'est effectivement un peu la nouvelle frontière de l'ingénierie, si je puis m'exprimer ainsi. D'abord, je pense qu'il ne faut pas minorer ce qu'il est possible de faire aujourd'hui en matière de décarbonation de l'existant. En d'autres termes, quand on regarde les courbes de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans les différents pays européens et même aux États-Unis, on a quand même, sur certains secteurs, des chiffres qui sont tout à fait encourageants. Alors pour le moment, on n'est pas encore au rythme suffisant, etc. Mais je pense que c'est très important aussi de pouvoir dire aux gens et aux acteurs qu'il est possible de faire des choses et qu'il est effectivement possible de faire baisser nos émissions. Je suis frappé du nombre de gens, notamment dans les conférences publiques, qui sont convaincus, par exemple, que les émissions sont encore en hausse en France et en Europe. Et quand je leur dis, mais non, ça fait plus de 20 ans que les émissions sont en baisse, ils ont du mal à y croire. En quelque sorte, c'est comme si on se convainquait que les choses ne peuvent aller que de mal en pis, et comme si on se convainquait collectivement qu'il est impossible de faire quoi que ce soit. Et donc je pense que dans le débat public, c'est vraiment très important, sans tomber dans un optimisme béat ou sans tomber dans une certaine forme de naïveté, c'est très important de dire il est possible de faire baisser les émissions, et on peut montrer que tel projet, telle énergie, etc., fait effectivement baisser les émissions en France, en Europe, et que même en Chine, les émissions sont en train d'atteindre un plateau. Cela étant dit, si on veut effectivement atteindre la neutralité carbone, il va falloir passer par des solutions de géo-ingénierie, et a fortiori, si on veut essayer d'atteindre la neutralité carbone plus tôt. Et ça peut être un débat qui est tout à fait intéressant de se dire est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer davantage de géo-ingénierie maintenant pour atteindre la neutralité carbone plus tôt et pour accélérer, ce qui permettra d'éviter certains impacts. Et c'est un sujet très important et très délicat parce qu'il touche aussi à des questions éthiques dans les négociations internationales. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la géo-ingénierie? On va trouver essentiellement 2 types de techniques. D'abord des techniques qui vont viser à augmenter la capacité d'absorption de carbone sur Terre. Certaines vont être peu controversées. C'est le cas du biochar, par exemple, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un engrais organique, qui va se faire à partir notamment de
de déchets de la biomasse et qui vont être transformés en engrais pour stocker davantage de carbone dans l'état. Alors il y a quelques controverses sur le biochar, mais on n'est pas au niveau de controverse qu'on va avoir, par exemple, sur des techniques de fertilisation artificielle des océans. On sait que ce qui va permettre aux océans de capter du CO2, c'est essentiellement le plancton et le krill. Et donc vous avez des techniques qui visent à fertiliser artificiellement les océans pour faire proliférer le plancton et le krill, ce qui effectivement permettrait aux océans d'absorber beaucoup plus de dioxyde de carbone, mais ce qui les rendrait aussi beaucoup plus acides et ce qui aboutirait globalement à détruire complètement la biodiversité marine. Donc en gros, vous aurez des océans remplis de krill, de plancton et d'algues, mais sans poissons. Ce qui n'est pas forcément désirable. D'autres techniques de géoingénierie visent à refroidir la température en jouant sur le rayonnement solaire. Ce sont des techniques qui sont encore souvent beaucoup plus controversées. Alors il y en a qui sont peu controversées. Par exemple, l'idée de peindre en blanc les toits des bâtiments de certaines métropoles pour augmenter l'effet d'albédo et donc pour que ces bâtiments renvoient la chaleur du soleil plutôt que de l'absorber. Ça, c'est assez peu controversé et c'est mis en place par certaines collectivités. La plupart des autres techniques sont très controversées. L'idée d'injecter des particules de soufre dans l'atmosphère et donc de simuler quasiment jour après jour une sorte d'éruption volcanique, extrêmement controversée. Encore plus controversée, l'idée qui est d'utiliser les satellites de Starlink pour les relier avec une membrane et de créer une sorte de parasol qui permettrait de créer une ombre artificielle sur Terre. Ça, c'est évidemment encore plus controversé et ça paraît complètement dingue. Donc, on a des niveaux de gradation très différents dans ce qui paraît réaliste ou complètement irréaliste et ce qui est moins controversé et plus controversé. Je pense qu'il y a 3 questions fondamentales qu'il faut poser sur la question de la géoingénierie. La première, c'est est-ce que nous maîtrisons techniquement cette solution? Dans certains cas, plutôt oui, dans d'autres cas, pas du tout. Il y a évidemment des enjeux aussi de gouvernance. Qui décide à un moment donné de lancer tel ou tel projet? Pour le moment, on n'a aucun cadre législatif international, ce qui veut dire que n'importe quel Elon Musk peut lancer n'importe quel projet de géoingénierie à tout moment, avec potentiellement des conséquences dramatiques pour l'ensemble du monde. Et puis, troisièmement, une question éthique. Est-ce que, en manipulant ainsi le climat, est-ce qu'on ne s'improvise pas un peu démiurge? Est-ce qu'on ne franchit pas une ligne rouge morale? Certains vont dire oui, on franchit une ligne rouge et donc il ne faut pas du tout aller dans ce sens parce qu'en plus, ça va fournir un prétexte au gouvernement, aux entreprises, aux individus pour ne pas réduire leurs propres émissions. D'autres, à l'inverse, vont dire le changement climatique est déjà une forme de manipulation artificielle du climat et donc pourquoi ne pourrions-nous pas le manipuler dans l'autre sens? Et toutes ces questions sont évidemment reliées les unes aux autres et la réflexion sur ce sujet ne fait que commencer. À mon avis, l'ouvrage peut-être le plus puissant sur ce sujet, c'est Le Schtroumpfeur de pluie, qui est une histoire des Schtroumpfs. C'est la deuxième histoire après le Cosmos Schtroumpf, et donc c'était publié dans les années 70, je crois. Le Schtroumpf bricoleur invente une machine qui permet aux Schtroumpfs de choisir la météo qu'il va faire sur le village des Schtroumpfs. Et au début, tout le monde trouve l'invention vraiment formidable. Le problème, c'est que les Schtroumpfs ne souhaitent pas tous le même type de météo. Le Schtroumpf poète veut du soleil pour l'inspiration, le Schtroumpf paysan veut de la pluie pour ses cultures, et les Schtroumpfs vont finir par, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais vont finir par se disputer au point de dérégler complètement la machine. Et en réalité, dans cette petite histoire des Schtroumpfs, toutes les grandes questions fondamentales sur la géoingénierie sont déjà posées. Bonjour, Imane Stimi de CETEC Bâtiment. Pardon, je ne vous voyais pas. J'ai une question un peu sur le contexte un peu géopolitique global en ce moment. Je trouve que, j'ai l'impression que l'Europe est vraiment moteur et porteur sur ces sujets du climat. Donc, certes, de façon qu'on trouve peut-être imparfaite, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Est-ce qu'on n'est pas un peu seul dans le monde à apporter ces sujets? Et est-ce qu'au final, on ne paiera pas une double peine en fait? On va à la fois subir le changement climatique et un peu dérégler notre économie. C'est la crainte de beaucoup. Effectivement, vous l'avez dit, l'Europe a été, sinon la seule, en tout cas une des premières puissances politiques à avoir un vrai agenda politique sur ce sujet.
certes imparfaits, certes insuffisants, mais enfin, malgré tout, il y avait des politiques structurantes, et en particulier le Green Deal, qui était quand même très structurant sur ce sujet. Et la crainte aujourd'hui de beaucoup en Europe, c'est de se dire finalement, est-ce que ça a du sens si nous sommes les seuls à le faire? D'abord, je pense que c'est important de rappeler que c'est pas parce que les États-Unis renoncent que nous deviendrons d'un coup les seuls à le faire. Aujourd'hui, les niveaux d'investissement dans l'énergie solaire ou dans les véhicules électriques en Chine atteignent des niveaux jamais atteints. De plus en plus de pays émergents se disent effectivement qu'il va falloir adopter ce type de cadre législatif. Et donc, j'ai pas du tout l'impression que j'ai parfois l'impression que nous imaginons parfois que nous sommes plus isolés que nous ne le sommes en réalité, parce qu'on imagine que si on n'a pas les États-Unis avec nous, on est complètement seul. Et qu'on transpose un peu ce qui se passe en matière de défense à d'autres secteurs de l'action publique où potentiellement la géopolitique n'est pas du tout la même. Et c'est pour ça, je crois que l'Europe a intérêt vraiment maintenant, dans la situation actuelle, à forger des partenariats et des alliances avec des pays émergents comme l'Indonésie, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte, comme le Mexique. Le Mexique est hyper engagé sur ce sujet de transition et de décarbonation. Et on sent bien que parmi les puissances de demain, on aura évidemment le Mexique. Et donc je pense que c'est aussi une chance diplomatique et géopolitique que l'Union européenne doit saisir pour se trouver des alliés dans la transition. Et je pense qu'en fait, cette transition est la chance de l'Union européenne, y compris en matière de compétitivité de ses industries et de ses entreprises. Pourquoi est-ce que les États-Unis reviennent dessus, au-delà de considérations purement idéologiques? C'est aussi, évidemment, parce que le prix de l'électricité aux États-Unis est 2 fois plus cher qu'en Chine, et l'obsession de Donald Trump, c'est la Chine. Et donc, c'est de rendre l'économie américaine et les industries américaines aussi compétitives, sinon plus compétitives que leurs homologues chinoises. Et donc, pour ça, il veut faire du drill baby drill, pour faire baisser le prix de l'électricité aux États-Unis et le mettre au niveau de la Chine, voire même idéalement encore moins cher. En Europe, le prix de l'électricité est en moyenne 2 fois supérieur à ce qu'il est aux États-Unis, donc 4 fois supérieur à la Chine. Or, si on veut faire du drill baby drill en Europe, on ne va pas trouver grand-chose. Parce qu'on a presque plus de charbon, presque pas de gaz et pas de pétrole. Et donc, ça veut dire que on ne va pas pouvoir développer nos propres énergies fossiles. Que si on veut faire du fossile, on va devoir l'acheter. Soit on va devoir acheter du gaz à la Russie, on s'en est mordu les doigts en 2022, soit on va devoir acheter du pétrole au premier producteur mondial de pétrole, aux États-Unis, et je ne pense pas qu'on aura des prix d'amis de la Maison-Blanche. Et donc, dans l'intérêt de nos industries, on a intérêt à développer cet agenda vert. On a intérêt à développer ces énergies décarbonées, qu'elles soient nucléaires ou qu'elles soient renouvelables, et les modèles économiques, évidemment, sont différents pour les deux énergies. Mais je pense que la voie stratégique dans laquelle l'Europe doit s'engager dans son propre intérêt, c'est évidemment la voie d'une énergie décarbonée, de manière à pouvoir contrôler cette énergie, de pouvoir l'avoir en quantité suffisante et à bon prix pour les entreprises européennes. Et à mon avis, même si je comprends la tentation et de se dire est-ce qu'on ne va pas être les seuls à le faire, c'est en réalité dans notre intérêt de le faire, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut appuyer. Cela étant dit, ma conviction profonde est que la trajectoire que prennent aujourd'hui les États-Unis va être absolument dramatique pour l'économie américaine. Et je pense que c'est vraiment un calcul tout à fait court-termiste. La bourse américaine, ça vous a pas échappé, réagit très très mal aux annonces de Donald Trump et aux directions que prend l'économie américaine pour le moment. Et je crains, hélas, qu'on ne soit dans une logique de gouvernement par idéologie qui deviennent de plus en plus détachés des réalités pragmatiques de l'industrie et de l'économie. Et c'est pour ça que la bourse y réagit aussi mal. Bonjour, Audrey Aubourg, CETEC Hydratec. On a beaucoup parlé du fait que dans cette salle, il y a beaucoup d'ingénieurs, mais il y a aussi beaucoup de citoyens. Et comme on a beaucoup parlé de Trump, notamment aux États-Unis, moi, ça me fait penser au fait que, comme vous l'avez dit, en France aussi, la situation politique, on va dire, se dégrade un peu, avec une montée de l'extrême droite en France et en Europe, et qui a des votes quasiment toujours systématiquement contre les mesures écologiques. Et du coup, je me demande, par rapport à vos témoignages que vous recevez notamment des collectivités territoriales,
stratégiquement, quelles sont les meilleures manières d'investir les citoyens, les citoyennes pour les prises de décision? Je pense que l'échelon territorial est un échelon vraiment très important pour la transition parce que c'est là que les gens sont le plus directement en prise avec la décision collective. Un sentiment qui me frappe beaucoup aujourd'hui dans les sentiments des Françaises et des Français, c'est le sentiment que leurs préférences, que leurs aspirations individuelles ne sont pas plus du tout rencontrées par la décision collective, par les choix collectifs. Et que donc, ça crée un sentiment de défiance vis-à-vis des institutions de la démocratie. Ça crée au mieux une forme d'attentisme, d'abstentionnisme et de gens qui se sentent complètement en décalage avec la chose publique et le choix collectif. Et dans le pire des cas, ça crée une montée des populismes, des extrémismes et de rejet massif et parfois violent de l'institution démocratique. Et c'est là, je crois, que c'est très important de reconnecter les Français au choix collectif et que, effectivement, l'échelle des territoires, l'échelle locale, est sans doute l'endroit le plus approprié pour le faire parce que c'est là que les gens sont le plus en prise directe avec la décision collective. Alors la question, c'est comment faire Et là, je crois que l'exercice de la Convention citoyenne pour le climat nous apporte quand même beaucoup de leçons. Parce que bien sûr, c'est considéré, quand on regarde les conclusions de l'exercice, c'est aujourd'hui largement considéré comme un échec et comme une frustration, à la fois par rapport aux promesses qui étaient portées, pour les gens eux-mêmes qui ont fait l'effort et finalement qui ont fait des propositions qui ont été négligées par le gouvernement. Or, pourtant, si on regarde le processus et si on essaie de faire abstraction des résultats, le processus lui-même me paraît riche d'enseignements parce qu'on a là 150 citoyens tirés au sort, qui ont des profils politiques complètement différents, des orientations politiques différentes. 3 d'entre eux se déclarent même de leur propre aveu climato-sceptiques. On va les faire discuter, échanger ensemble pendant 9 mois dans un climat respectueux d'échange. On va leur faire rencontrer des experts, se documenter, etc. Et au bout du compte, d'abord, on a 150 Greta Thunberg qui vont proposer des mesures dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui sont à la hauteur de l'urgence et qui étaient, je pense, même beaucoup plus ambitieuse que le gouvernement l'imaginait. Et surtout, et c'est peut-être ça qui est encore plus important, c'est que on a quelque chose qui est porté collectivement. C'est-à-dire, la quasi-totalité de leurs mesures ont été portées par les 150 citoyens ensemble. C'est-à-dire qu'on a réussi à retrouver une forme de consensus social au sein d'un groupe de 150 personnes qui n'allait pas de soi sur des mesures qui, en réalité, sont souvent très controversées dans l'espace public. On n'a pas eu des divisions où c'était voté à 1 ou 2 voix près. Et les 150 se sont même tellement sentis investis d'une mission qu'après la fin de l'exercice, ils ont créé une association qu'ils ont d'ailleurs appelée les 150. Et ce qui serait évidemment extraordinaire, c'est ce qu'on avait proposé à l'époque avec Bruno Latour, c'était d'essayer de décliner cet exercice de convention citoyenne à tous les territoires de manière à ce que l'exercice ne soit pas réservé aux 150 chanceux tirés au sort, mais puisse être décliné à travers toutes les populations. Et c'est là, je crois, où effectivement il y a la possibilité de déployer au niveau des communes, qui sont parfois en France des petites communes, ces exercices de démocratie, pas seulement participative, mais plutôt délibérative, où on va en fait délibérer ensemble d'un problème. Et je suis très frappé de voir à quel point, en discutant avec des élus locaux, les problèmes sont considérés de façon tout à fait différente et que des sujets qui sont des sujets de polémique symbolique et idéologique au niveau national, en fait, sont considérés de façon beaucoup plus pragmatique au niveau local par les maires, qu'ils soient de gauche ou de droite. N'importe quel maire qui a à cœur l'intérêt de sa population et de ses concitoyens va en fait aller dans le sens de ces projets et va pousser ces projets. Et donc toute une série de choses qui sont archi controversées et archi idéologisées au niveau national parce qu'elles vont être utilisées comme des symboles pour être des marqueurs de camp, etc., en fait se trouvent complètement, je ne veux pas dire non pas dépolitisées parce qu'on discute de choses en commun, mais vont être désidéologisées au niveau local. Et je suis frappé de voir que comme des mesures qui apparaissent quasiment comme des mesures de gauchistes woke au niveau national, sont parfois portées au niveau local par des maires de droite, en fait, parce qu'ils voient bien que c'est l'intérêt de leur population. La dernière question pour Laurent. Moi, j'avais une petite question. Natalia Savovskaya de chez Setec TPI.
Et c'était pour citer Jared Diamond, qui dit que la pire catastrophe écologique avant la révolution industrielle, c'était le conflit militaire entre Élisabeth Ier et l'Espagne, parce qu'ils ont abattu la majorité de forêts en Angleterre, en fait, pour construire les bateaux. Et je suis en train de me demander si le plus grand effort à faire en ce moment, c'est en fait des efforts militaires, au fond, en Europe. C'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui nous recule de 10 pas quand on avance d'un pas. Enfin, chaque conflit militaire représente une dépense de matière écologique, une catastrophe incomparable à des catastrophes quotidiennes voilà. Récemment, en conférence, une conférence auprès du grand public, il y avait au fond de la salle un vieux monsieur très énervé qui disait « Mais enfin, vous êtes pénible, arrêtez de nous emmerder avec vos trucs de voitures électriques, d'éoliennes et d'énergie solaire. Vous, au GIEC, allez plutôt vous planter sur la place rouge à Moscou et allez convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre. Et l'arrêt de cette guerre serait effectivement sans doute le truc le plus écologique. » Et il le disait de façon très très énervée, mais sur le fond, il n'avait pas complètement tort. Évidemment, on sait bien que les activités militaires sont parmi les plus carbonées, que l'impact, l'empreinte carbone de la guerre à Gaza ou de la guerre en Ukraine ou d'autres guerres oubliées, je pense notamment au Yémen ou à ce qui se passe en Syrie, est évidemment énorme. Et évidemment, il n'est pas mesuré immédiatement, d'abord parce que les conflits sont malheureusement toujours en cours et parce que ça paraîtrait un peu indécent eu égard aux victimes civiles de commencer à se tracasser de l'empreinte carbone. Mais il est certain que si je prends la question de l'avion, il y a beaucoup de débats sur les jets privés qui évidemment ont une empreinte carbone beaucoup plus lourde qu'un avion commercial. Je peux vous dire que l'empreinte carbone d'un jet privé, c'est encore pas grand-chose à côté de l'empreinte carbone d'un avion de chasse. Et donc, évidemment, il y a à la fois la nécessité, évidemment, mais c'est un discours de Miss France, d'œuvrer vers davantage de paix pour essayer de réduire les conflits. Et oui, bien entendu, il faut reconnaître l'impact écologique de ces conflits et aussi de la reconstruction qui suivra les conflits. Il y a aussi un impact qui paraît peut-être plus cynique, mais qui est quand même important sur la question de la décarbonation des activités militaires. Et comment on fait pour rendre une série d'activités et d'opérations militaires moins carbonées, avec notamment, par exemple, je dirige pour le ministère des Armées l'Observatoire Climat et Défense, qui cherche à la fois à conseiller l'armée française sur les nouveaux risques associés au changement climatique, mais également sur la manière dont on va adapter le matériel et les équipements aux impacts du changement climatique. Et un des gros sujets sur lesquels travaille l'armée, c'est sur la question des carburants et comment se rendre moins dépendant du pétrole. Alors évidemment, on ne le fait pas dans le seul but de réduire l'empreinte carbone des activités militaires, on le fait aussi pour des questions stratégiques et des questions de souveraineté. Aujourd'hui, tous les pays conservent des réserves stratégiques de pétrole qui sont censées leur permettre d'alimenter une guerre. Et je dis toujours que le premier pays qui réussira à se passer de ses réserves stratégiques de pétrole et donc à avoir un carburant alternatif aura évidemment un avantage compétitif considérable sur les autres armées, et ça sera peut-être le signe le plus certain que, en réalité, nous sommes définitivement sortis de l'âge des fossiles lorsque les pays pourront se passer de réserves stratégiques de pétrole. Et il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, toute une série d'inventions très utiles et d'innovations technologiques que nous utilisons dans notre vie de tous les jours, je pense au nucléaire civil, je pense à Internet, ont au départ été conçues comme des applications militaires, et donc potentiellement ce qu'on va pouvoir faire aussi en termes d'innovation, de recherche et développement sur les technologies d'armement et de défense vont pouvoir aussi peut-être avoir des applications civiles demain. À mon avis, c'est sans doute le cas du carburant. Bon, une dernière question très rapide. Comme on n'a pas les moyens d'arrêter les conflits qui viennent d'être évoqués, on va juste essayer de se projeter un peu. Il y a beaucoup de citoyens dans la salle, c'est ce qui a été rappelé, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Et c'est ces générations-là qui vont faire la CETEC de demain, des années, on va dire 2030, 2035. Hein. Et donc, par rapport aux défis qu'on a évoqués pendant toute cette conférence,
quels sont les 4 grands sujets sur lesquels il faudrait accélérer pour être au rendez-vous? Alors, je ne sais pas pourquoi 4. D'habitude, on dit 3 ou 5. Soit, on va faire 4. La réponse soit pas trop longue parce qu'en fait, il y en aura sans doute 10, mais 4. Allez, les 4 principaux ou les 3 principaux, peu importe. Alors, je dirais que en France ou à l'échelle mondiale? À l'échelle mondiale. La question de la transition dans les pays du Sud. On a souvent tendance à réduire les émissions uniquement sur son propre territoire et on ignore souvent les leviers qu'on a pour réussir la transition dans les pays du Sud, avec notamment le besoin d'infrastructures électriques notamment, qui seront très conséquentes. Deuxième, à mon avis, priorité qui est liée, c'est la question du financement. J'en ai parlé. Financement non seulement pour nous-mêmes, mais aussi les investissements dans les pays du Sud qui, pour le moment, restent tout à fait faméliques parce qu'ils restent considérés comme des investissements trop risqués. Et donc là, c'est aussi une question pour les assureurs. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver des modalités d'assurance qui permettent de dérisquer les investissements qui sont faits dans les pays du Sud? Troisième élément, la question de la fiscalité, la question de la taxe carbone, la question des taux d'intérêt sur les investissements est absolument essentielle. Quatrième priorité, c'est la question de la réalisation des infrastructures concrètes, des réalisations concrètes, c'est-à-dire de ce qui peut convaincre les gens que globalement ils ont intérêt à la transition. Donc voilà, 4 transitions des pays du Sud, financement, investissement, la question de la fiscalité et la question des réalisations concrètes des infrastructures. Merci infiniment François Gémen pour cet exposé très clair avec une voix puissante qui va laisser des traces pendant quelques mois. Moi, je voudrais vous encourager parce que tout ça, ça a été enregistré, à revoir cette présentation parce que il y a plein d'éléments qui vont nous faire réfléchir. À titre personnel, moi, je vais en retenir peut-être 2. La première chose, on a beaucoup discuté de gens qu'on ne fréquente pas, au fond pas beaucoup. Les banquiers. Alors, certes, on a notre direction financière qui parle beaucoup avec les banquiers. On a parlé des assureurs. Super. Oui, mais ils nous veulent plutôt du bien, ces gens-là. On emprunte très peu. On devrait peut-être. On a parlé effectivement des assureurs. Alors, notre direction juridique parle effectivement quotidiennement avec nos assureurs, mais pas forcément sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Peut-être pas complètement. Juste une anecdote, c'est il y a quelques années, on s'était livré un exercice, un cas d'école, on appelait ça un design sprint en bon français, où on s'était dit qu'est-ce qu'il faut faire pour développer l'économie circulaire. Et on s'était dit, on va les récupérer, on va faire un exercice, on va les récupérer une partie des structures d'un bâtiment en cours de démontage, et puis on va essayer d'imaginer quelque chose. Et là vient le fait que les assureurs deviennent un acteur. On va arrêter là. Un acteur indispensable, merci beaucoup. Un acteur indispensable parce que sans l'assureur, on ne sait pas garantir que les éléments qu'on démonte, on peut les remonter ailleurs. Et donc ça devient un partenaire. Le financier aussi, il peut devenir un partenaire si on veut pousser des choses. Et en plus, c'est des gens avec lesquels on n'a pas vraiment de contrat. On a des contrats avec les constructeurs, on a des contrats avec nos maîtres d'ouvrage, on les met souvent en avant, mais au fond, on peut discuter assez librement avec des assureurs, avec nos banquiers de ces choses-là. Donc peut-être que c'est une façon de... Réfléchissons à effectivement essayer d'avoir d'autres vecteurs, d'autres partenaires pour pousser, encourager, accélérer la transition écologique. Deuxième remarque, je fais une liaison avec un événement que nous avons eu hier, qui était une journée ingénieurs et citoyens à Paris. Où là, on a discuté de toutes nos actions en matière environnementale, en termes de développement et de coopération internationale, de numérique et d'accompagnement des talents. Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans dans notre plan stratégique? Et à la fin, quelqu'un m'a posé la question, et au fond, c'est quoi le retour d'investissement? Parce qu'on met quand même beaucoup d'argent là-dedans. Quel est le retour d'investissement? Et là, j'étais sec. Parce que je ne sais pas calculer le retour d'investissement, parce qu'au fond, on est dans la même philosophie qu'on discutait au départ. C'est pas pour tout de suite, c'est pour demain, c'est pour les jeunes qui sont là, qui seront à notre place demain. Et donc, au fond, je me suis dit, au cours de votre exposé, je me suis dit, au fond, notre meilleur retour d'investissement, c'est de devenir désirable. De devenir désirable et de faire en sorte que nous soyons désirables et que nos projets soient désirables et que les projets vertueux soient désirables.
Donc je vous laisse réfléchir à tout ça parce que maintenant il faut faire ça de façon très concrète. Mais en tout cas, merci beaucoup François Gémen pour cet exposé très brillant. Bravo. Merci à vous. Merci pour